fait réellement ce jour où vous avez réussi à... Le jour où vous avez été désigné ou élu meilleur dirigeant sportif européen, vous vous en souvenez? Bah oui, je m'en souviens très bien. C'était en Espagne, là, avec l'Euroleague. Il y avait du bon monde. Là, hein. Il y avait les plus grands joueurs aussi qui étaient là. Il y avait Sabonis qui était là. Et il y avait également tous les grands qui étaient là. J'oublie un peu les noms, mais en tant que dirigeant, il y avait le président du Maccabi Tel Aviv, qui était le plus vieux avec moi. Il y avait un troisième dont j'ai oublié le nom. Et chez les joueurs, il y avait donc Sabonis qui a été honoré, Radja il y avait aussi. Enfin, il y avait du monde là. Hein. Oui, c'était une émotion, mais c'était loin des miens, quoi. J'étais tout seul au milieu de tout ce beau monde, donc tout ce monde européen. C'est une reconnaissance quand même. Voilà, mais j'avais déjà été honoré en France au titre de meilleur dirigeant français. Et là, j'étais à Barly, il y avait Cella, c'était une reconnaissance aussi par l'Académie des Sports, quoi. C'était à Paris, au comité olympique, au siège du comité olympique. C'est quand même un grand moment aussi, oui. C'était des moments qui marquent, quoi. J'ai été reçu à l'Assemblée nationale par Chaban-Delmas, au Sénat par Power. C'est des souvenirs, quoi. Et puis en 84, n'oublions pas non plus le fait que nous ayons été réunis à Paris par Jacques Chirac dans la mairie de Paris la veille de la finale. Et il m'avait demandé devant tout le monde, il avait demandé à son adjoint, mais comment se fait-il qu'une équipe qui n'a que 10 000 euros, 100 000 francs de subvention par an, à l'époque de 15 000 euros d'aujourd'hui, hein, alors que nous on donne des millions et on n'arrive jamais à rien, il avait dit. Alors tout le monde avait rigolé, moi en premier, et voilà, il y avait la photo avec Chirac. Mais vous ne lui avez pas donné la recette pour autant? Non, mais le lendemain, il s'était inquiété de savoir si on avait gagné, et il nous a fait savoir qu'il était content. Voilà. Pour en rester aux distinctions, le jour au palais où vous recevez la Légion d'honneur? Ça c'est 93, je crois, 93, oui. 1993. 93, oui. C'est Guy Dru qui vient vous... C'est Guy Dru, oui. C'est Guy Dru. C'est une forte émotion aussi. Forte émotion parce que on craignait, parce que je ne voulais pas qu'on me le remette devant tout ce monde-là. Même le ministère du Sport ne voulait pas qu'ils viennent, parce que dans ces cas-là, souvent les gens se font siffler. On l'a vu une fois avec Mme Aguilomari, elle était venue, elle était sifflée. Bon, finalement, Gérard Bouscarel, qui était un peu l'ordonnateur de tout ça pour la cérémonie, avait convaincu le ministère des Sports de le faire dans le Palais des Sports. Et il se trouve que tout le monde est resté pendant un bon moment dans la salle est pleine à ras-bord. Il y avait un grand silence et des applaudissements. Bon, c'était une reconnaissance là aussi du peuple, quoi. Bon, tout ça c'est loin maintenant. C'est très loin tout ça. Un peu plus près, mais ça, vous restez sur le front européen. Le jour où vous battez le CSK au Palais, champion d'Europe en titre et futur champion. Eh bien, pour moi, c'est le chant du cygne. C'est le chant du cygne parce que je sais déjà qu'on est en mauvaise posture financièrement. On a gagné la Coupe de France l'année suivante, mais on a perdu l'Euroleague l'année précédente. On avait perdu 2 années d'Euroleague garantie avec qui tu sais, et on s'est retrouvé donc privé de droits de télévision et avec des contrats lourds à supporter. On avait des joueurs qui étaient sous contrat, aucun n'a voulu partir. Alors donc on est resté donc, on a gagné cette année-là une Coupe de France, heureusement, mais cette année-là, en 2007, on a surtout battu le CSKA Moscou, effectivement. D'abord, on est arrivé en poule dans les poules finales. Il y avait, je crois, 4 poules de 4, si je me souviens bien. C'est
plus la formule. Et donc, il y avait Messina qui était entraîneur. Ils avaient la grosse équipe de Moscou. Ils étaient champions d'Europe en titre. Ils l'ont été d'ailleurs quelques mois après. Mais il y a eu cette accord, je me souviens des cris que poussait Messina dans le couloir en entrant en vestiaire. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire d'investir ce qu'il leur a mis aux joueurs. Il a eu raison, puisqu'après ils ont été champions d'Europe de nouveau. Bah, mais nous, on s'en est là. On a loupé les playoffs. Ça, c'est mon grand regret, parce que ça aurait pu nous amener un peu plus loin encore, même si j'avais décidé dans ma tête d'arrêter l'année suivante. On a loupé les playoffs d'un rien. Et les joueurs et l'entraîneur à l'époque, Herbert, avaient tout sacrifié à la Coupe d'Europe, parce que pour eux c'était porteur de futurs contrats généreux. Parce que battre Moscou et compagnie, ça vaut de l'argent quoi, pour les joueurs et pour l'entraîneur. Ils ne rêvaient que de partir dans des grands clubs européens. Et dans ces cas-là, vous savez ce qui se passe. On dit que les grands succès tuent les petites équipes. On n'est pas morts, nous. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on n'a pas pu garder les bons joueurs. Ils sont partis. Donc l'année suivante, ça a été ma dernière année, ce qui était prévu. J'avais prolongé d'une année, parce que M. Urita me l'avait demandé, parce que les élections municipales avaient été repoussées d'une année. Je voulais arrêter à la fin de mon mandat. J'avais promis d'arrêter à la mort d'André Labarrère. Il m'avait dit, tant que je suis vivant, tu restes là, après tu fais ce que tu veux. Donc j'avais décidé, il était mort en 2006, et Urita m'a demandé de continuer jusqu'à la fin du mandat. Et j'ai continué jusqu'à la fin du mandat, et puis dès que l'élection a été faite au mois de mars 2008, j'avais déjà annoncé, dès le mois de février, j'avais posé un préavis de 3 mois, j'avais dit donc à la mairie que je quitterais le club. Je prenais ma retraite, j'avais 65 ans, j'arrêtais. Bon, je suis resté après... non, j'ai pris ma retraite 2 ans auparavant, pardon, à 65 ans, je suis resté 2 ans de plus directeur général bénévole, voilà. Et en 2008, j'ai arrêté parce que j'avais 67 ans. J'en avais assez parce que j'étais arrivé à un point où, quand on gagnait les matchs, j'étais à peine soulagé, et quand on perdait, j'étais mortifié. L'année qui suivait était épouvantable. Donc je ne supportais plus, comme on dit, la pression. Je l'avais supporté pendant tellement d'années, pendant 4 décennies et quelques, j'en avais assez, quoi. J'en avais assez, et puis j'avais été déçu par ce qui s'était passé les 2 années précédentes, malgré que cette Coupe de France, malgré le CSKA Moscou, bon, j'étais un peu dépité par ce qui s'est passé. Je sentais que il fallait partir, quoi, parce que j'estime quelque part avoir été un peu trahi par les uns et par les autres. Voilà. Je ne donnerai pas de nom, mais il y a eu une trahison, pas générale, mais il y a eu un peu de trahison de ci, de là, quoi. De ci, de là, il y a eu de la trahison. Il y a des gens qui ont rempli leur poche, quoi, et puis voilà. Pour rester dans la thématique, le jour où vous avez compris que vos successeurs ne feraient jamais mieux que vous? Ah ben ça c'était une question qui nécessite plusieurs réponses. La première, c'est que j'imaginais pas que ce club descendrait 2 fois, en 4 ans, 5 ans. J'imaginais pas qu'en 12 ans, puisque ça fait 12 ans, ça va faire 12 ans maintenant que j'ai quitté le club, 13 ans bientôt, qu'en 12 ans, disons, je connaîtrais 4 présidents successifs et 6 entraîneurs ou 7. Ça, je n'imaginais pas. Je n'imaginais pas que ce qui allait se passer, non, je n'imaginais pas. Alors j'étais un peu surpris au début, puis après j'ai plus été surpris. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Chacun interprétera ça comme il voudra. Pour en revenir à un meilleur souvenir, le jour où vous êtes champion sur le parquet de Limoges. 98. Ouais. Alors ça, c'est comme dirais-je, c'est un fantasme qui se réalise. Je n'avais pas oublié qu'il était venu gagner ici en 93 et que Dacoury avait fait un pied de nez avec Valade, le président d'époque. Il était rentré au vestiaire en rigolant, en nous larguant un peu. Sous l'Asie, bien sûr, des supporters palois, mais enfin, n'empêche qu'il aurait bien mis ce jour-là. On a vu un Guiza qui avait été démobilisé par le Barça dans les jours précédents, il en a profité.
Puis j'ai pas aimé les commentaires qu'il y a eu derrière, quoi. J'ai pas aimé, donc je me suis dit un jour il faudra qu'on se les tape chez eux. Et c'est arrivé, et une année où j'imaginais pas que ça arriverait comme ça, on a commencé la saison avec Monclar, et puis on s'est séparé de Jacob Monclar. Claude Bergeau a pris le relais. Et en fin de saison, on s'est retrouvé face à Monclar, qui était parti dans le mois qui avait suivi à Limoges. Et là, bien sûr que j'étais content à l'époque, non pas de battre Jacques Monclar. Pour moi, il était pour rien, même s'il avait été Limoges longtemps. Moi, c'était le CSP en tant que tel. C'était le CSP qu'on voulait battre parce que j'ai jamais oublié la phrase que j'ai prononcée en 1996 en disant que Limoges et Antibes avaient gagné des titres à crédit. Elle a fait école depuis. Jamais j'oublierai cette phrase parce que je l'avais vraiment sur l'estomac. 95, on est battu par Antibes ici. Alors on sait qu'ils sont vraiment totalement en faillite. Ils sont protégés, on ne sait pas comment, ni par qui, ni comment. Même si moi je suis vice-président de la Ligue. Et Limoges est également protégé. Et voilà, bon, ils ont gagné en 96, 95, Antibes, et Limoges, on les a eu en 98. Et voilà quoi. Soulever le trophée sur le parquet à Beaublanc. Voilà. Et prendre quelques crachats au passage. Je me souviens que je n'étais pas le seul sur qui on avait craché parce qu'il y avait Patrick Montel qui était accusé d'être pop-palois. Il me disait ouais, quand je vais à Pau, je me fais traiter de Polimoujo. Il s'essuyait les crachats et moi aussi, voilà. Bon, mais ça c'était la petite histoire. C'était l'assouvissement en fantasme. Voilà. C'est pas souvent qu'on assouvit ces fantasmes. Là, il était sportif celui-là, il m'a fait beaucoup plaisir parce que pour moi presque la boucle était bouclée. Le jour où Mike Pietrus et Boris Dio sont draftés. Alors, d'abord, il y a eu l'avant-draft. 3 jours avant, on est à Villeurbanne le mardi. Donc en finale. On est en finale. On fait le 4e match. On mène 2-1. Si on gagne à Villeurbanne, on est champion. Là, on perd. Je rentre dans les vestiaires, je vois que des têtes démontées. Ça a été démonté, les joueurs étaient démontés. Alors là, j'ai pris la parole, j'ai dit écoutez les gars, là je levais la voix. On a bataillé toute l'année pour être premier. L'avantage au classement, c'est maintenant qu'on doit le montrer, qu'on le méritait. On va gagner samedi. Et la draft, pour vous deux, j'ai dit, elle va se passer à Pau. Votre draft sera le titre à Pau. Ça s'est passé comme ça. Et ils n'ont pas regretté d'avoir gagné à Pau parce que les deux sont partis en pleine gloire. Bon, ils ont été draftés quand même et ils n'ont rien perdu parce que là-bas, une fois drafté, tu vas devant la télé, tu vas. Bon, le grand moment, c'était à Pau qu'il fallait le vivre. Ils l'ont vécu. Je pense que tous les deux s'en souviendront toute leur vie. Et nous aussi. Parce que le club place comme ça 2 joueurs la même année. Ouais, c'est rare, oui, c'est rare. L'année et l'année suivante, ils sont partis les deux, on gagne encore, on est encore champion en 2004. On a encore Julien, Lukowski, on a Pietrus Florent. Et puis après, c'est là qu'ils commencent à s'éparpiller, quoi. Ils s'en vont parce qu'ils trouvent, ils veulent changer d'air, quoi. Le jour où la French Team va gagner au Pana, ce French Team. Là aussi, c'est un grand moment parce que il y a 20 000 personnes, il y a 4 Palois avec nous, 4 supporters, et il y a 20 000 Athéniens. L'entraîneur c'est Malkovic, il y a Dominique Winikins, il y a Frankovic le pivot, et plus quelques règles de première valeur, un autre américain dont je n'ai pas le souvenir. Moi je retenais que les grands noms, Winikins, Frankovic, Malkovic. Rigaudot qui nous dit 1 heure avant le match, j'ai mal au talon, je ne veux pas jouer. Et on dit, on ne peut pas. Il faut essayer. Il s'échauffe bien, il dit je vais jouer. Et là, Rigaudot, il nous fait un match d'enfer. Et il va à lui seul, pratiquement, pas lui seul, mais il fait la différence quand même, quoi. Même si Cocoroni a fait un gros match, même si tout le monde a joué, Dubois, Bielski, bon, mais enfin, c'est Rigaudot qui marque les points quand même, il marque plus de 30 points, voilà.
Et dans la foulée, le président du Panathinaikos veut acheter Rigaudot. Et il me fait venir chez lui le lendemain matin avant qu'on reparte. Il me dit, je vous donne le chèque que je vais vous donner, c'est le même chèque que j'ai donné à Wilkins. Et il s'est barré. Ça c'était, je me trompe là. C'est l'année suivante, quand on est revenu au Pana. On est revenu, la deuxième année. Tu vérifieras les dates. Hein. Et là, il voulait acheter Rigaudot. Mais Rigaudot ne voulait pas y aller. Il voulait aller ailleurs. Il a été au Kinder, qui a fait un chèque, mais moitié prix par rapport au Pana. Il ne voulait pas aller au Pana. Donc, il m'a se souvenir, parce que gagner au Pana, c'était le Pana, le grand Pana. C'est pas le Pana d'aujourd'hui. C'était le père Giannakopoulos, qui était président du club. C'était pas son fils qui est complètement fou. Et donc, à l'époque, c'était énorme. Bon, et c'était la grande année quand même. C'était une grande année, quoi. Avec retour au vestiaire, donc en courant, sous les briquets. Ah ben moi j'ai pris, moi j'ai reçu une brique, une pièce, une grosse pièce équivalente d'une pièce de 5 francs de l'époque. Il chauffait les pièces dans les tribunes et il tirait avec les frondes. Jusqu'au jour où ils ont crevé un œil à un journaliste et ça a été interdit après. Ils étaient fous furieux. Le retour au vestiaire, on a pris des briquets, des ceci, ils ont tout jeté. Heureusement, on avait, comment dirais-je, on avait interrompu le match. On rentre au vestiaire. Tant qu'il n'y a pas la police qui rentre, j'avais exigé du délégué que tout le monde rentre, qu'il y ait une ceinture de CRS autour, l'équivalent, avec matraque et visière et compagnie. Et ils l'ont fait. Comme ça, on était au monsieur de rentrer au vestiaire. On est resté 1h30 dans le vestiaire. Ils étaient dehors, des centaines à attendre. Finalement, on est parti par les portes dérobées. Et bon, la police était là et ils nous ont ramenés à l'hôtel. Le jour où vous avez dû virer votre premier joueur, c'était un moment difficile? Ça peut pas marquer. C'est toujours difficile de se séparer d'un joueur, sauf s'il a commis une faute lourde ou grave, ou s'il ne fait plus rien, ou qu'il ne veut plus travailler, ce qui équivaut à une faute grave. Non, je ne me souviens pas du premier jour. Les joueurs venaient, ils repartaient. Bon, il n'y a pas eu de... dans les premières années, je n'ai pas de souvenir d'avoir coupé des joueurs, comme on disait à l'époque. Hein, au contraire, on s'attachait à garder les mêmes. Hein. Et puis le jour où on est passé professionnel, ça a commencé. Et là, après, on est arrivé à Pau, parce qu'à Orthez, on gardait les joueurs. Hein. On a gardé Carter, on a gardé Scheffler, on a gardé Paul Anderson. Ils ne partaient pas. Ceux qu'on ne gardait pas, c'était des joueurs qui n'étaient pas majeurs. Il m'est jamais arrivé. Larocchi est parti de lui-même. Alain est parti en 83 de lui-même. Il n'a pas été viré. J'ai viré aucun joueur célèbre, aucun joueur qui a marqué l'histoire. Après, il y a eu sûrement, on s'est séparé de certains joueurs parce qu'ils avaient fauté. Il y a eu des contrôles antidoping, entraînement. On a eu un ou deux joueurs comme ça qu'on n'a pas pu garder. Et puis, il a fallu couper Howard, que j'adorais. Howard, ça m'a fendu le cœur à moi. Bon, et malheureusement, pour quelques grammes de cannabis, il s'est fait toper, quoi. C'était interdit, il s'est fait attraper et il est parti. Bon, c'était l'un parmi les Américains en France qui en consommait. Hein. Et bon, c'était à l'époque, c'était les débuts de tout ça. On ne parlait pas de légaliser nulle part. Hein. Bon, et en France, on ne légalise pas encore, mais il y a des pays où on légalise. Bon, mais je ne sais pas comment ils font, parce que pour les sportifs, c'est interdit. Alors, c'est difficile de légaliser et d'interdire en même temps. Mais ça arrive dans d'autres pays. Bon, alors il y a eu quelques joueurs, mais je ne me souviens pas vraiment. Il n'y a rien de marquant, quoi. Il n'y a pas eu de dispute vraiment avec les joueurs. Non, ceux qui sont partis. Plus avec les entraîneurs à ce moment-là? Alors, l'entraîneur, c'est autre chose. D'abord, j'ai gardé 10 ans Luan, 8-9 ans. 10 ans Fischer, 6 ans Gomez, on peut en reparler, et 5 ans Claude Bergeau, qui aurait pu rester plus longtemps. Mais il est parti à l'équipe de France. Je suis parti à l'équipe de France. Bon.
Après, on rentre dans une dynamique nouvelle, c'est la mode maintenant, on fait des contrats à durée déterminée. À l'époque, il n'y avait pas de contrat à durée déterminée. Luan n'a jamais eu de contrat à durée déterminée, Fischer non plus, ça a commencé avec Gomez. Parce que le professionnalisme était là depuis 2 ans. Bon, Gomez, il a eu 2 contrats à 3 ans, il a voulu un 3e, mais j'ai dit non. Il a été au bout de son contrat, et il nous a fallu au tribunal, quand il considérait, lui, que 6 ans, ça équivalait à un contrat à durée déterminée. Moi non, et finalement on a été au prud'homme, on a gagné en appel, on a gagné en cassation, terminé. Après, il y a eu, bon, lui avec Fischer, ça s'était terminé, j'allais dire tout naturellement, quoi, avec le jour du temps, mais sans se disputer. On ne s'est pas disputé. On s'est séparés parce que c'était comme ça. Il y a un moment où on savait qu'il faut choisir entre les joueurs et l'entraîneur. L'entraîneur, si vous le gardez longtemps, il faut changer les joueurs. Et inversement, si vous gardez trop longtemps certains joueurs, ils ne supportent plus le même entraîneur. Ils veulent un message nouveau, comme on dit. Donc il arrive un moment où il faut faire quelque chose. Et moi, j'étais plutôt pour garder les entraîneurs et les joueurs. Je voulais garder tout le monde, moi. Puis un jour, j'ai compris que les joueurs, finalement, étaient plus nombreux que les entraîneurs. C'est plus facile de changer un entraîneur que 5 ou 6 joueurs. Voilà. Et quand Fischer est parti, j'avais 5 ou 6 joueurs qui me trouvaient en me disant: on a fait un contrat, parce que c'était un contrat de durée déterminée, on va partir. Et là, j'ai dû choisir.